Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La mondialisation et puis la démondialisation, s'agit-il d'une histoire française? Je le disais, je suis en compagnie de deux auteurs qui publient tous deux ouvrages de référence. Quentin Deluermoz, vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris et vous publiez aux éditions de la Découverte un ouvrage collectif intitulé D'ici et d'ailleurs, histoire globale de la France contemporaine, une manière d'aborder justement la France dans la mondialisation. Et en face de vous, Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous publiez également une histoire d'ampleur, une histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, et c'est chez Talendier. Jean-Marc Daniel, avant d'évoquer cette mondialisation, j'aurais aimé quand même qu'on dise du mal des économistes, c'est-à-dire peut-être de votre profession. Vous êtes trompé surtout, pas vous, hein, Jean-Marc Daniel, parce que vous dites des choses vraies, mais les autres quand même, ils nous promettaient cette sortie du Covid sous forme de marasme, et alors on voit que le marasme, il provient finalement des pénuries de main-d'œuvre, c'est la une du Financial Times, de l'augmentation des prix qui est signe que le marché s'échauffe, bref, le contraire de ce que votre profession avait prévu. Oui, notre profession a été prise un peu au dépourvu par ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Si vous regardez les prévisions de croissance qui avaient été faites à la fin de l'année 2019, pour la France par exemple, puisque on annonçait entre 1 et 1,5%, il y avait une sorte de consensus, et ça a été moins 8%. Parce qu'il y a un événement, ce que les économistes appellent un choc exogène, qui était imprévisible pour les économistes. Normalement, l'économiste, il comprend et il est capable de modéliser ce qu'on appelle les événements endogènes, la mécanique qui est liée au fonctionnement même de l'économie. Là, il y a eu un choc qui était totalement extérieur, et donc là, les économistes, effectivement, sont pris un peu au dépourvu. D'ailleurs, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a interrogé au mois de mars-avril, quand on lui demandait comment il voyait la suite des événements. Au bout d'un moment, il a dit, écoutez, la Banque centrale, elle peut faire un certain nombre de choses, elle peut faire en sorte effectivement d'apporter des liquidités, d'éviter des faillites, mais la solution finale appartient au corps médical. C'est le jour où les médecins vont découvrir le vaccin qu'à ce moment-là, de nouveau, on rentrera dans une forme de normalité qui fait que la science économique aura une réponse. Alors la dernière remarque que je ferai, c'est quand même pour vous rejoindre un peu, certains ont eu une forme de paresse disant, écoutez, contraction de l'activité économique un peu partout. Donc la réponse dans ces cas-là, c'est politique de relance. Or, la politique de relance, elle a du sens quand la contraction est vraiment endogène. Quand elle est exogène, c'est pas la relance qui est importante, c'est le moment où le choc exogène s'arrête. Bon, mais alors, on ne sait toujours pas si le pire est derrière nous, comme l'indique l'humanité en une. Autrement dit, si cette pandémie est finie ou pas. Et c'est pas à vous, économiste Jean-Marc Daniel, que je vais poser la question. Néanmoins, sur le plan économique, selon vous, le pire est-il derrière nous? Sauf bien sûr s'il y a un variant des variants qui arrive et qui nous fait des misères. Mais si on écarte cette possibilité... Oui, puisqu'on est au variant mu, on est passé brutalement du variant delta au variant mu. Voilà, donc on va faire il y a eu des événements qui nous ont échappé. Si on met ça de côté... Si on met ça de côté, je pense que le pire est derrière nous pour 3 raisons. La première raison, c'est que quand notre président de la République nous disait « nous sommes en guerre », nous n'étions pas en guerre, parce que dans une guerre, on détruit l'appareil productif, on détruit les capacités de production. Ça n'a pas été le cas. L'appareil productif physique a continué à exister. Deuxième enjeu, c'est qu'effectivement, il y avait une menace sur la destruction, non pas de l'appareil physique, mais de la dimension financière de l'économie. Or, l'essentiel des conséquences du confinement a été assumé par l'État. Et donc, les entreprises sont là au rendez-vous. Et donc, dès qu'on laisse les gens travailler, ils se remettent au travail. Dès qu'on les laisse dépenser, ils se remettent à dépenser. Donc, la normalité, encore une fois, a refait son apparition. Donc, on peut un peu se réjouir ? On peut un peu se réjouir. Le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait qu'effectivement, les entreprises ont pris du retard dans leurs investissements. Donc, dès qu'on leur redonne la possibilité d'agir, elles vont agir. Il y a quand même 2 bémols à mettre à ça. C'est que les États ont assumé le lissage de la récession avec des dettes publiques très importantes. Donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va gérer le problème de ces dettes publiques. Et puis, le deuxième élément, c'est que on voit qu'un certain nombre de pays ne sont pas tous égaux dans la situation. Il y a encore, les États-Unis et la Suède se sont retrouvés leur niveau de production le dernier trimestre 2019 au début de cette année. La France devrait le retrouver là juste à la fin de cette année ou au tout début d'année prochaine. Mais il y a des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Argentine qui sont encore secoués par le choc. Donc il y a des inégalités qui sont apparues et là aussi c'est des problèmes qu'il faudra gérer.
Quentin de Luermoz, en tant qu'historien, cette période que nous traversons après donc ces 2 années si particulières, en tant qu'historien justement, comment l'apercevez-vous? S'agit-il d'une date importante pour l'histoire de la France? Est-ce qu'elle va marquer une étape dans ses relations au monde et à la mondialisation? Bonjour. Alors évidemment, nous en tant qu'historiens, on ne peut pas vraiment faire des prédictions. C'est toujours des analyses qu'on opère après coup. Ce qu'on peut dire en revanche, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, qui est vraiment un livre collectif écrit à 14 personnes, c'est que l'opposition entre la France et la mondialisation, c'est pas une opposition récente, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. En réalité, les échelles locales, nationales et mondiales, elles s'entremêlent en permanence, et ce qui change, c'est leur croisement. Je donne juste un exemple sur cette question mondialisation, démondialisation. Un des exemples qui ouvre un petit peu le livre, c'est le Perche. Vous connaissez le Perche, hein, la région, le Perche. Sud-ouest de la France, qu'on associe souvent à le terroir des villages traditionnels de la France profonde. En fait, au XVIIIe siècle, le Perche, c'est une région extrêmement industrialisée, extrêmement dynamique, parce qu'on publie des toiles, qu'on appelle les toiles de Mortagne, qui sont expédiées via la Guadeloupe et les Caraïbes dans le monde entier. Et cette zone extrêmement dynamique, en fait, subit une forme de désindustrialisation avec la crise haïtienne de 1804 et puis les effets de la Révolution française. Et donc, du coup, on voit bien que le lien entre terroir et mondialisation, en fait, n'est pas si récent, et que l'histoire de France, elle est modelée en réalité par ces interactions plurielles qui tantôt vont dynamiser certains territoires, tantôt au contraire vont les enclaver. Donc c'est une histoire longue en fait dans laquelle on s'insère, et c'est ça que rappelle un petit peu l'histoire, c'est de rappeler les inerties qui travaillent encore un petit peu les périodes contemporaines. Mais alors justement, Quentin de Luermoz, cette période que nous traversons, je ne vous demande pas de prévision, mais est-ce qu'elle vous rappelle, est-ce que vous avez des souvenirs d'autres périodes historiques, puisque finalement on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'inédit. On commence à se dire qu'il va falloir rapatrier des industries en France, y compris d'ailleurs dans le domaine donc de la haute valeur ajoutée, de l'électronique, bref, des choses qui d'ordinaire étaient déléguées à d'autres pays. Est-ce que ça, c'est une période qu'on a déjà vécue? Les processus de désindustrialisation, de réindustrialisation, oui, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans la période actuelle, c'est que cette pandémie, elle est mondiale. Ça a eu un effet qui a été de renforcer aussi les phénomènes d'identité nationale en France, de mener des politiques nationales. D'identité nationale, c'est-à-dire qu'on a un patriotisme économique plus fort qu'avant le début de la pandémie, diriez-vous? Plus fort, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un des arguments au moment qui a été dit, c'est au fond, est-ce qu'on ne serait pas mieux à gérer la crise à l'échelle nationale plutôt qu'à une échelle internationale? Donc ça a eu un effet de renforcement. Après, le paradoxe, c'est qu'on voit bien que si on veut résoudre la crise à l'échelle mondiale, il faudrait bien plutôt qu'on ait une action internationale qui intègre les pays du Nord et les pays du Sud. Et probablement que la vision un petit peu juste centrée sur le phénomène national est une erreur de lecture pour intégrer ces nouveaux défis. Mais ça vaut aussi pour la catastrophe climatique. L'autre phénomène qu'on a un petit peu oublié pendant la pandémie, mais qui s'est quand même bien exprimé, implique a priori des réponses plutôt internationales que nationales. Et l'idée qu'au fond, l'échelle strictement nationale est la bonne pour répondre à ce problème-là, est plutôt le fruit d'une grille de lecture que d'une réalité du problème. Mais alors, je ne veux pas rajouter une pierre dans votre jardin, Jean-Marc Daniel, le jardin des économistes, qui est déjà bien rempli, mais là aussi, vous nous avez expliqué, vous les économistes, que l'idéal était d'avoir une économie mondialisée, de faire en sorte que dans les avantages concurrentiels, on délègue à d'autres pays la tâche de construire telle ou telle partie des produits dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, on semble tourner la page, ou on va la tourner véritablement, ou c'est purement du discours, tout cela? Je pense que c'est purement du discours. Vous proposez les discours, par exemple, de notre président de la République, le discours du mois de juin, au moment où on vient de sortir de la première phase de confinement. Il fait un discours où il dit « l'après-Covid sera écologique, souverain ». Et solidaire. Et souverain, chez lui, il y a cette idée que effectivement, on va relocaliser. Bon. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a quand même des sortes de nécessités. C'est-à-dire relocaliser, ça suppose accepter une hausse des coûts, parce que si
les industries se sont externalisées, se sont expatriées, c'est pour réduire les coûts. Et puis on s'aperçoit qu'il y a relocalisé, on le voit en ce moment dans la crise britannique, relocaliser le transport routier avec des chauffeurs britanniques, ça ne marche pas. Et donc le gouvernement de Boris Johnson a été obligé d'accepter que de nouveau les chauffeurs routiers traditionnels européens qui étaient là avant le Brexit reviennent conduire les camions. Donc il y a une tendance générale, je pense, au commerce, à l'échange. Alors c'est vrai qu'en France, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, la France de la période sous revue dans le livre, de 1750 à nos jours, la France a été assez systématiquement protectionniste. Quand l'Angleterre choisit le libre-échange dans les années 1840, la France y refuse. Louis-Philippe a un double discours. Il dit, d'abord, la France n'est plus une grande puissance, donc il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. Donc la France est la première des puissances moyennes, expression d'ailleurs que reprendra Valéry Giscard d'Estaing pratiquement 150 ans après. Et puis la deuxième chose, le patronat vient le voir en disant, mais on ne va pas avoir fait tous ces sacrifices d'investissement pour voir la concurrence britannique briser nos efforts. Et donc la France reste assez souvent protectionniste et elle l'est assez naturellement, assez spontanément, elle se veut protectionniste. Qu'est-ce que vous en pensez, Quentin Deluermoz? C'est l'histoire que vous racontez dans D'ici et d'ailleurs aux éditions de La Découverte, avec l'État qui est présenté en France comme un acteur véritable de la mondialisation. Oui, disons que dans le chapitre consacré à l'économie qui a été rédigé par David Todd et François Jarige, c'est plutôt une autre image qui ressort assez nettement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que montrent ces travaux, c'est que la France, elle a mobilisé ce qu'on appelle un impérialisme informel, qui a été très puissant tout au cours du 19e siècle, qu'on n'a pas vu, parce que comme on est... Qu'est-ce que ça veut dire un impérialisme? En fait, il y a deux types d'impérialisme. Vous avez la colonisation, c'est-à-dire que vous exercez une domination sur un territoire que vous occupez. Et l'impérialisme informel, c'est que vous n'exercez pas de domination directe sur ce territoire, mais il est soumis à un rapport asymétrique. Typiquement, c'est l'Angleterre qui signe des accords de libre-échange avec l'Argentine dans les années 1840, et des accords qui sont extrêmement favorables à l'Argentine. Donc la France, en fait, elle a pratiqué cet impérialisme-là. Simplement, on ne l'a pas vu, parce que comme on a comme modèle de globalisation la révolution industrielle, l'Angleterre, on calcule essentiellement à partir des produits standardisés à bas prix. L'impérialisme français, lui, voilà, c'est basé... le drap, le vin et la laine. Et alors ça, pour vous, c'est faux? C'est pas que c'est faux, c'est que l'impérialisme informel français, c'est basé sur les produits de luxe et de demi-luxe, les soieries, le champagne, etc. Mais c'est à un tel point qu'en 1860, la valeur des exportations françaises atteint pratiquement celle de l'Angleterre. Donc en fait, la France est la seconde puissance commerciale et industrielle, et d'ailleurs aussi coloniale du 19e siècle. Et contrairement à ce que disent pas mal de travaux, alors plutôt d'histoire économique, plutôt que d'être strictement protectionniste, en réalité, elle est partie prenante des formes de capitalisme industriel qui se sont développées et qui évidemment laissent encore des traces aujourd'hui. Ce que montrent les travaux, c'est qu'en fait, entre libéralisme et protectionnisme, c'est des tensions qui sont permanentes au sein de la société française, mais que les phases de protectionnisme n'empêchent pas l'augmentation des échanges, ni le phénomène de ce qu'on appelle la convergence des prix à une échelle globale. Mais ça veut dire que ce discours souverainiste qui, aujourd'hui, sur la scène politique française, Quentin Deluermoz, semble être pratiquement dominant, il n'est ni nouveau, ni finalement incompatible avec la forme contraire, c'est-à-dire une insertion parfaite dans la mondialisation. Disons qu'il n'est pas nouveau, mais il est en même temps nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, ce discours, il naît au moment de la Troisième République, ce qu'on appelle le récit national. Et en réalité, il revient, il disparaît un petit peu, il revient dans les années 1980, justement au moment de la chute de l'URSS, au moment où la mondialisation s'accroît. Et c'est un petit peu un récit de défense à ce moment-là. Maintenant, la question, c'est pas de savoir si la France s'insère ou non dans la mondialisation. Ce que montre une histoire transnationale et globale de la France, c'est qu'il faut repenser ce qu'on dit de la France et ce qu'on dit de la mondialisation dans des rapports plus complexes que simplement ces oppositions et ces rapports un peu binaires bien mal. Jean-Marc Daniel, je poursuis parmi cette assertion de la France, sa sortie de la mondialisation. Au début de la pandémie, on était très inquiet parce que la France est spécialisée dans 3 domaines, le luxe, le tourisme, l'aéronautique, 3 domaines touchés de plein fouet
par la pandémie. Est-ce que là aussi, on a été trop pessimiste? Est-ce qu'il va y avoir un retour à meilleure fortune pour ces trois secteurs, peut-être plus rapide que prévu? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on voit que ces trois secteurs, effectivement, rebondissent, alors, effectivement, beaucoup plus rapidement que ce qui était attendu, dans un contexte où, avant la pandémie, c'était des secteurs qui étaient quand même obligés d'assurer une certaine forme de mutation. Sur le luxe, le marché chinois devient beaucoup moins porteur, indépendamment de la pandémie. Il y a une sorte de stabilisation de l'économie chinoise qui fait qu'elle est beaucoup moins portée à une consommation symbolique très forte. Ça, c'est embêtant pour nous. Ça, c'est embêtant pour nous, parce que nous étions des grands fournisseurs avec l'Italie de tout ce monde du luxe. Et vous avez ensuite l'aéronautique qui a été plus ou moins là, qui a été secouée, mais dont on voit qu'elle est en train de repartir assez vite. Et sur le tourisme, pour l'instant, il y a eu une sorte d'échange qui s'est fait entre le tourisme national et le tourisme international. C'est-à-dire, nous avons moins de touristes venus de l'étranger, mais nous avons plus de Français qui sont restés faire vivre ce secteur. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui se passe, c'est que la France actuelle, effectivement, par rapport notamment à la France du 19e siècle, la France actuelle n'épargne pas. La France du 19e siècle... Comment elle n'épargne pas? Je croyais qu'au contraire, nos bas de laine étaient extrêmement remplis. Nos bas de laine sont extrêmement remplis, mais l'État, lui, est extrêmement dispendieux. L'État du 19e siècle, on a parlé de la Troisième République, il est à l'équilibre de ses comptes, à part les moments de guerre. Donc en 1870, il claque 5 milliards de francs pour payer l'indemnité de guerre. Mais l'État du 19e siècle est en excédent ou à l'équilibre, ce qui fait que l'épargne française s'exporte. Et la France est un des pays détenteurs, c'est-à-dire un pays qui détient une partie du patrimoine mondial. Donc on parle des emprunts russes, mais c'est un des pays qui détient le plus le monde. À l'heure actuelle, la France est un des pays les plus détenus au monde, et la pandémie a encore aggravé ça. C'est-à-dire que si on regarde ce que détient la France et ce que détient le monde en France, il y a 20 ans, c'était pratiquement à l'équilibre. Maintenant, la France est débitrice à l'égard du monde, c'est-à-dire elle est détenue à hauteur de 700 milliards d'euros, et c'est en pourcentage de son PIB un des pays qui est les plus détenus. Et donc, mais c'est pas bien d'être très endetté quand les taux sont bas? Mais très endetté, c'est pas tellement qu'on est endetté, c'est-à-dire que notre patrimoine national est acquis par d'autres. Grosso modo, les grandes artères de Paris sont détenues par des fonds de pension. Notre dette publique, elle est détenue en partie par l'étranger, mais c'est pas ça qui est grave. Mais notre bourse, la bourse de Paris, est détenue beaucoup par des fonds d'investissement étrangers. Et donc, grosso modo, potentiellement, chaque fois qu'un Français travaille, il paie sous forme de dividendes des retraites à des Californiens, à des Japonais, à des Norvégiens. Et donc, une partie de notre travail part vers l'étranger, des fruits de notre travail. Au 19e siècle, c'était l'étranger qui nous apportait des revenus. C'était l'emprunt russe, normalement, ça fournissait à une partie du revenu aux Français. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un aspect de la mondialisation qui est négatif pour notre niveau de vie, c'est la mondialisation des capitaux. Oui, c'est-à-dire dans la mondialisation des capitaux, il y a des gens qui sont des gagnants et des perdants. Les gens qui normalement doivent détenir le reste du monde sont des pays relativement vieux, et donc c'est le cas du Japon et de l'Allemagne. Et les gens qui sont détenus sont les gens qui ont effectivement des potentiels de croissance élevés parce qu'ils sont jeunes. C'est un peu le cas de l'Afrique. Mais pourtant là aussi, nous on est plutôt vieux et on est assez détenus. Donc par rapport aux périodes antérieures, on a une vraie faiblesse structurelle que la pandémie a plutôt mise en avant. Mais pourtant, le gouvernement, là aussi, a essayé de rapatrier une partie de la dette française entre les mains de nationaux. Oui, mais c'est pas forcément, encore une fois, la dette qui est un vrai enjeu, c'est plutôt le patrimoine. Encore une fois, la dette, comme vous le disiez, elle est assez peu rémunérée, elle coûte assez peu cher, et donc en soi, c'est pas dramatique qu'elle soit détenue par des étrangers. Mais quand l'avenue Montaigne appartient au Qatar, ça veut dire que tous les loyers qui sont de plus en plus élevés partent vers le Qatar. Jean-Marc Daniel, Histoire de l'économie mondiale des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs, c'est aux éditions Talendier. Quentin Deluermoz, un ouvrage collectif d'ici et ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine. C'est à la découverte. On va continuer d'évoquer cette mondialisation avec des allées et venues entre mondialisation et démondialisation. Assiste-t-on à un moment charnière à cet égard? Réponse dans quelques instants. En attendant, excellent réveil à tous. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h,
Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et puisqu'il est question de mondialisation en compagnie de l'historien Quentin Deluermoz qui publie d'ici et ailleurs aux éditions de La Découverte et Jean-Marc Daniel, l'économiste publie Histoire de l'économie mondiale aux éditions Talendier. Une réaction, Jean-Marc Daniel, à ce que Frédéric Seyss vient de dire sur les élections allemandes en fonction de leurs résultats définitifs. Pourrait-elle changer quelque chose à l'économie française ? Non, je ne crois pas. Je pense que ce qui est frappant dans cette élection, c'est d'abord le fait que les partis les plus extrêmes, les plus déterminés à des changements, sont plutôt en situation d'avoir reculé par rapport à la précédente élection. L'AfD, d'ailleurs, a changé son programme. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait construit son discours au départ. L'AfD, autrement dit, le parti d'extrême droite. Son discours dans une radicalité anti-euro assez marquée. Les fondateurs, ce qu'ils contestaient, c'était d'une part l'euro et d'autre part la façon dont la Banque centrale européenne appliquait les traités. Or maintenant, ils sont véritablement dans un discours d'une extrême droite assez traditionnelle en Europe, qui est de dénoncer l'immigration, de dénoncer le pouvoir de l'étranger. Et l'Europe en tant que telle n'était pas au centre du débat. Le deuxième élément qui me frappe, c'est le fait que le ministre de l'économie a gagné. Alors que dans l'histoire, les ministres des Finances ont plutôt tendance à ne pas être très populaires. Dans mon livre, je raconte qu'Enguerrand de Marigny a été mis au... Il va falloir que vous nous le présentiez. Et donc Enguerrand de Marigny, c'est le ministre des Finances de Philippe Lebel, c'est le premier qu'on met au gibier de Montfaucon. Et il y en a eu beaucoup par la suite. On va plus jusque-là quand même. Et non, ça a beaucoup changé. Mais justement, ça a beaucoup changé. Et Marco Polo raconte que quand il arrive à Pékin, il y a une véritable fête, la ville est en liesse, il demande ce qui se passe. Et le ministre des Finances vient d'être assassiné. Et l'empereur Kubilai Khan a décidé de jeter son corps aux chiens. Et donc la foule se déchaîne dans l'enthousiasme pour assister à la destruction physique par les chiens du corps de ce ministre des Finances. Alors là, le ministre des Finances gagne. Je trouve ça, c'est assez intéressant comme... Et puis, le dernier élément, il va y avoir quand même au niveau mondial, pas mal de changements. C'est-à-dire, Mme Merkel s'en va, mais au Japon, vous avez aussi des élections qui vont avoir lieu à la fin du mois, avec un Premier ministre qui a renoncé à se présenter. Donc, toute l'ère Shinzo Abe, tout l'héritage de Shinzo Abe désormais va être tourné. Au Canada aussi, Justin Trudeau qui vient de gagner in extremis les élections va être obligé de changer sa politique. Je pense qu'on rentre dans une ère où justement le discours plus pro-mondialisation que je souhaite va être porté. Je pense que Même après la pandémie, puisque c'est précisément le contraire que l'on entend, on voit sous nos yeux que cette mondialisation, elle provoque aujourd'hui des pénuries, qu'elle provoque une augmentation des prix sensibles. Bref, on aurait plutôt tendance à vouloir tout le contraire. Oui, non, mais je pense que quand on regarde la campagne aussi bien au Japon qu'en Allemagne, la campagne, ce qui s'était passé au Canada, ce que mettaient en avant les candidats qui ont gagné d'une certaine façon, c'était le quoi qu'il en coûte atteint ses limites, il va falloir remettre de l'ordre dans les finances publiques, c'est en particulier le cas au Japon, qui est un pays dont l'État est très endetté. Et deuxième élément, c'est que la coopération internationale est plus nécessaire que jamais. On le voit là aussi en Europe, où on a profité, entre guillemets, de la pandémie pour faire passer un plan européen, et un certain nombre de gens disent chaque pays à vouloir régler les problèmes par lui-même, et passer à côté de l'expérience des autres pays. On n'a pas assez regardé ce que faisaient les Suédois, par exemple, en France, qui ont très peu confiné. Et donc, on a plutôt intérêt à échanger sur le plan intellectuel, sur le plan humain, que de se replier sur soi. Justement, Quentin Deluermoz, le fait qu'on ait souvent changé de modèle. Alors l'Allemagne, on en parle parce qu'on est assez admiratif sur la puissance industrielle allemande. On se dit que c'est un pays qui, malgré des coûts de main-d'œuvre importants, a conservé un outil industriel important. Quand est-ce que ce discours est né en France ? Quels ont été nos autres modèles auparavant ? Quels sont les pays qu'on regardait un peu avec admiration ? Oui, ce qu'on a entendu tout à l'heure est assez intéressant parce que c'est un processus qu'on retrouve depuis longtemps. Alors sur la mondialisation, moi je pense que ce que montre la pandémie actuelle, c'est qu'il faut trouver d'autres formes de mondialisation et qu'on ne peut pas repartir sur les phénomènes de libéralisation accentuée des échanges qui produisent quand même des effets qui ne sont pas qu'économiques et qui ne sont pas que entre pays, mais même à l'intérieur même des pays. Et donc, pourquoi ? Expliquez-nous ce que vous voulez dire. L'exemple, c'est, on va reparler en tant qu'historien, mais c'est assez intéressant. En histoire, on a eu un courant qui s'appelait l'histoire globale, qui a été très puissant, qui étudiait surtout justement les circulations, les flux, etc. Et étudiait aussi beaucoup les élites.
Et puis dans les années 2000, il y a une espèce de grave crise de conscience qui correspondait au développement d'un électorat trumpiste. Et les historiens se sont dit, mais en fait, on a vendu au fond une image peut-être trop intégratrice, trop bénéfique de la mondialisation, et on se retrouve décalé par rapport à l'état réel des situations telles qu'on les observe. Donc l'histoire globale telle qu'elle s'est repensée au fond ces dernières années insiste de plus en plus sur ce qui résiste, sur les freins, sur les exclus, les processus d'exclusion. On a découvert toute une série d'acteurs qu'on ignorait complètement, les marins, les pirates, les esclaves, les anciens esclaves, etc. Donc on a eu un élargissement absolument fondamental de l'approche, mais une approche beaucoup plus sociale, économique, politique et culturelle que simplement une approche un peu éthérée par le haut. Ce que montrent ces travaux, au fond, c'est qu'il faut peut-être sortir d'une vision un peu trop éthérée de la mondialisation et rappeler qu'elle est structurée d'abord par des rapports de force, qu'elle a des effets économiques, politiques et environnementaux très nets, et qu'il faut peut-être repenser les formes de l'échange telles qu'il s'est constitué jusqu'à présent. Pour revenir sur la question des modèles, ce qui est intéressant au fond, surtout on va reprendre le modèle allemand parce qu'il fonctionne bien. La France est le même posé comme modèle, elle a eu comme modèle l'Angleterre, etc. Mais l'Allemagne est intéressante. Ce qu'on observe en fait au 19e siècle, c'est qu'on a à la fois des dynamiques de longue durée parce que l'État est présent depuis longtemps, et en même temps des phénomènes d'emprunt permanent pour essayer de savoir au fond qu'est-ce qu'il faut faire. Un peu ce qu'on a observé là pour la pandémie. Et ces phénomènes d'emprunt, par exemple, dans le cas allemand, ce qui a été très marquant, c'est l'emprunt à l'enseignement supérieur et aux méthodes scientifiques allemandes dans les années 1870. Donc on a utilisé ça pour refonder l'université française. Et ces emprunts, ils facilitent en même temps des opérations de comparaison et de différenciation permanente. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que les flux associent les États entre eux et en même temps, ça produit des effets de différenciation. Le meilleur exemple, c'est celui qui est évoqué dans le dernier chapitre de l'ouvrage, qui est rédigé par Michel Appassini et Mathieu Le Tourneux, c'est le gothique. On va changer un petit peu du champ uniquement économique, puisque la mondialisation... Le style gothique. Le style gothique a été l'enjeu d'une lutte absolument féroce entre... Mais on l'a pris aux Allemands ? On l'a pas pris aux Allemands. Dès le début, l'interrogation s'est posée de savoir si le gothique était un art d'origine allemande ou d'origine française. Mais ça correspond à une vision de l'histoire. On a expliqué au fond que l'histoire de France débutait avec les Gaulois, tandis que les Allemands disaient que l'histoire de France débutait avec les Germains. Donc déjà, on est dans une vision de l'histoire qui est un peu particulière. Mais il y a eu une lutte absolument terrible entre les intellectuels, les artistes et les muséographes français, qui aboutit finalement alors, à la victoire française, cocorico en un sens. Mais d'une certaine manière, la question était mal posée, puisque le gothique, au moment où il s'est déployé dans un espace où il n'y avait pas d'État-nation, et donc la question ne se posait pas en ces termes-là. Donc du coup, ces jeux d'emprunt, en fait, et ça montre que l'histoire des États-nations, vous devez être obligé d'étudier les dynamiques internes, mais aussi les dynamiques externes, et que c'est l'articulation des deux, au fond, qui explique une partie des situations où on arrive aujourd'hui. Alors, une situation effectivement inédite. Jean-Marc Daniel, on voit que cette puissance dans la mondialisation, elle est aujourd'hui distincte à la fois sur le plan économique et sur le plan militaire. On voit qu'il y a un certain nombre de pays entre lesquels les tensions montent, alors même qu'ils sont extrêmement dépendants sur le plan économique. Je pense par exemple aux États-Unis et à la Chine. Et la France est plutôt spectatrice dans ce domaine-là. Quelle place peut-on jouer et comment justement se sortir de cette situation? Est-ce que ça ne plaiderait pas en faveur d'une relocalisation de ces activités qui sont aujourd'hui principalement en Chine pour la production donc, de microprocesseurs entre la Chine et Taïwan? Est-ce que si d'aventure la pression augmentait, eh bien on ne se retrouverait pas dans une situation périlleuse? Alors, par rapport à ça, je ferai 3 remarques. La première remarque, c'est que je pense que le terme de mondialisation, pour ce que nous vivons à l'heure actuelle, est un peu trop approximatif. Par rapport à ce qu'on a vécu précédemment, on parlait des modèles, l'Allemagne, l'Angleterre. La première vraie grande mondialisation, pour moi, c'est le monde organisé par le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni se vit comme le primus inter pares. En particulier, le Royaume-Uni, à partir de la loi bancaire de 1844, fait de l'or, qui, comme le disait le général en 1965, l'or appartient à personne et donc il appartient à l'humanité. Donc le Royaume-Uni fait de l'or le référent monétaire ultime. Qu'est-ce que ça veut dire l'or n'appartient à personne? Parce que les gens qui en ont dans leur matelas. Oui, il appartient à personne dans ce sens que personne ne peut en créer. C'est la nature qui nous met l'or à disposition. Or nous vivons à l'heure actuelle ce que j'appelle une américanisation, dont une des traductions est le fait que la monnaie mondiale n'est pas quelque chose qui est extranational comme l'était l'or, c'est quelque chose qui est
la monnaie des États-Unis. C'est-à-dire le grand principe de la mondialisation actuelle, qui est pour moi une américanisation, c'est le dollar, c'est notre devise et votre problème. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont une véritable américanisation du monde. C'est-à-dire, on a parlé des aspects culturels. Sur le plan culturel, la langue de référence mondiale, sur le plan, et notamment on parlait de recherche, sur le plan scientifique, c'est l'anglais et pas l'anglais de Cambridge au Royaume-Uni, c'est l'anglais de Cambridge à côté de Boston. Les références, l'American Way of Life est la référence de beaucoup de pays, y compris d'ailleurs le rival qui est constitué par la Chine. L'un des enjeux de la Chine, c'est de donner à sa population un style de vie, un mode de vie qui est celui des États-Unis. Donc on est dans une phase, à mon avis, du monde qui est plus un monde dominé par un pays qu'un monde véritablement totalement mondialisé. Il est mondialisé par l'intermédiaire de ce pays, ce qui n'était pas le cas du Royaume-Uni. Encore une fois, le Royaume-Uni s'imposait des disciplines que ne s'imposent pas les États-Unis. La deuxième remarque que je ferai, c'est que nous autres Français, effectivement, nous avons été assez systématiquement à la fois protectionnistes. L'État joue un grand rôle. Vous parlez de relocalisation. Dans mon livre, je cite l'exemple du débat qui a eu sous Henri IV, donc un peu avant la période sous revue dans l'autre livre dont nous parlons, entre Sully et Laffemas. Et donc donc Sully dit on va se spécialiser dans l'agriculture parce que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Et Laffemas dit pas du tout, on va produire ce dont on a besoin. Nous sommes très dépendants de l'extérieur sur la soie, notamment des Italiens. Et donc Laffemas impose qu'on plante 3 mûriers dans chaque paroisse pour préparer la production future de soie. Et donc Henri IV va aux Tuileries. Alors il y a un endroit que les historiens connaissent où Henri IV, il y a les 3 mûriers. Et les 3 mûriers qui sont morts tout de suite. Donc non seulement ils ne sont pas vivants, mais à la mort d'Henri IV, ils étaient déjà morts. Donc il y a toujours eu cette idée qu'on allait être, sinon totalement en autarcie, du moins être capable de produire ce dont nous avons besoin. Or la France s'est heurtée dans ce domaine à un problème qui est historique, c'est qu'elle n'a jamais eu l'énergie dont elle avait besoin. Nous n'avons pas de charbon, on a eu très peu de charbon, nous n'avons pas de pétrole, et donc vous avez un enjeu pour la France d'être à la fois... Certains pays ont contourné cette difficulté, le Japon par exemple, pourquoi ? Ah oui, absolument. Non mais vous avez effectivement, dans les 6 pays qui font la course en tête depuis la révolution industrielle, donc le Royaume-Uni au départ, avec la France qui est en second, puis ensuite les 4 pays qui adhèrent progressivement, donc les États-Unis, le Japon, l'Italie et l'Allemagne, vous avez 3 pays qui ont de l'énergie au départ, qui ont du charbon et qui vont s'asseoir sur ce charbon. Et puis vous avez 3 pays, le Japon, l'Italie et la France, qui n'ont pas d'énergie et qui vont être obligés d'être imaginatifs. Et dans ces 3 pays, la France et le Japon vont assez vite, assez paradoxalement, se replier sur eux-mêmes malgré cette nécessité d'aller chercher leur énergie à l'extérieur. Votre regard d'historien, Quentin Deluermeaux, sur ces pôles d'excellence, d'importance qui ont existé dans la mondialisation et qui ont pour l'instant plutôt contourné la France, même si la France pèse dans l'économie mondiale. Oui, trois remarques un petit peu... un peu en décalage, c'est l'effet du regard historique évidemment. Sur les formes de mondialisation, en fait les historiens estiment qu'il y a plusieurs formes de mondialisation, qu'elles sont même plurielles. On pourrait plutôt débuter d'ailleurs au XVIe siècle avec les premières formes de colonisation. Il faut rappeler que la traite atlantique, c'est-à-dire la déportation des esclaves noirs sur le continent américain, ça associe quand même 3 continents, 12 millions de personnes. Donc on a là affaire à une vraie mondialisation qui structure littéralement les sociétés et les échanges à ce moment-là. Donc c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure, une réarticulation continue des échelles dans la longue durée. Deuxième chose que montrent aussi les travaux sur l'histoire des mondialisations, c'est qu'il y a plusieurs centres. Il n'y a pas que le centre européen ou le centre américain, même au 19e siècle, ce que pas mal de travaux montrent de plus en plus, c'est qu'on a des circulations commerciales extrêmement intenses entre l'Afrique et l'Inde, qu'on ne voit pas, parce qu'évidemment elles ne sont pas dans notre cercle d'observation immédiat, mais qui sont des pôles de richesse et d'échange extrêmement importants. Donc un des apports des histoires globales, c'est de décentrer un petit peu l'histoire de France et de vous proposer d'autres regards. Sur la langue, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, c'est l'inverse. C'est le français, oui. la langue, c'est la langue qui est parlée dans toutes les cours européennes. Alors, je sais que vous êtes un grand fan de Jean Potocki et du manuscrit retrouvé à Saragosse. Il l'a écrit directement en français alors qu'il est polonais. C'est tout à fait logique dans ce cadre-là. Dans les années 1860, les milieux aisés mexicains parlent le français, et le français est même obligatoire pour entrer dans la haute administration de l'Empire ottoman.
Donc au fond, c'est elle la langue dominante. À l'époque, oui, c'est clair. Le paradoxe étant qu'en France, en 1864, il y a une grande étude qui est menée par le ministère de l'Éducation nationale qui découvre qu'au fond, un tiers de la population, elle, ne parle pas le français, enfin pas couramment le français, et qu'on a des territoires comme la Bretagne ou le Gers, où ce sont des dialectes qui sont des langues régionales qui sont parlées beaucoup plus couramment. Donc la question du rapport entre langue, puissance et nation, elle est elle-même assez évolutive. Sur la question des importations, ça dépend en fait de l'objet que vous étudiez. Si on reprend les fils textiles dont on parlait tout à l'heure, et si on prend la laine, parce qu'il va faire froid bientôt, donc on va avoir besoin de pulls de laine, en 1800, 80% de la production de laine est assurée dans le territoire français. En 1880, c'est l'inverse. 80% des laines sont importées en France. Et ce que montrent les spécialistes plutôt d'histoire environnementale, c'est que pour produire les 250 000 tonnes de laine qui sont travaillées à ce moment-là en France, il aurait fallu utiliser un quart de la superficie du territoire français. Donc le développement de l'industrie lainière n'a été rendu possible que par un déplacement de la pression écologique sur d'autres territoires, en l'occurrence les grands élevages d'Australie et d'Argentine. Donc c'est là où on voit qu'au fond, la France est déjà insérée dans des flux de matière à grande échelle. Elle est partie prenante de ces échanges. Ça dépend simplement de l'objet que vous étudiez. Alors justement, on va prendre cet objet-là, on va prendre le textile Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques qui voudraient promouvoir du Made in France dans ce domaine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va rester marginal? Ou est-ce qu'on peut imaginer que le Made in France dans le domaine textile s'accroisse? Non, je crois que ça va rester marginal. Là aussi, par rapport dans notre débat, je pense quand même que, alors évidemment, il y a des circuits locaux et tout ça, mais il y a quand même une puissance dominante. Le Royaume-Uni, par exemple, c'est un destin invraisemblable. C'est une petite île, peu d'habitants, qui va devenir le maître du monde et qui va imposer donc sa langue, sa vision du monde. Je parle du personnage de Gladstone. Gladstone, c'est le premier ministre anglais à l'époque, un pouvoir qui est largement supérieur même à celui du président des États-Unis. Et donc vous parliez par exemple des commerces locaux entre l'Afrique et l'Inde, mais l'Inde, le Kenya sont des producteurs de thé, parce que c'est les Anglais qui l'ont imposé de produire du thé. Quand les Anglais débarquent dans l'histoire du monde au XIXe siècle, on produit du thé en Chine. Et ils vont imposer à tout un tas de gens de produire du thé parce qu'ils ont besoin de produire, ils consomment eux du thé. Donc vous avez quand même un pays qui domine. Et ce pays qui domine, ce que je trouve encore une fois de très important, c'est que par rapport à ce pays qui domine, qui n'est pas la France, la façon de dominer est extrêmement différente. Moi, je suis frappé du fait que oui, Gladstone n'a pas le même comportement que Trump. C'est-à-dire parce que Trump, on voit, mais Gladstone, on a plus de difficultés. C'est le Premier ministre, c'est le grand Premier ministre anglais du 19e siècle, et il a trois principes fondamentaux. Le premier, on doit être économe de l'argent public, on ne doit pas se permettre de... Bon. Le deuxième, c'est la stabilité monétaire, et le troisième, c'est le libre-échange. Et alors, on en revient à ce que vous disiez sur le Made in, c'est-à-dire à ce qu'à un moment donné, donc il est Premier ministre, et Chamberlain, qui est le maire de Birmingham, vient le voir pour lui réclamer des droits de douane sur les aciers et sur les aciers allemands. Et il dit non, je vais laisser la responsabilité au peuple anglais de choisir effectivement les produits dont il a besoin. Et donc on va mettre sur les produits allemands Made in Germany, de façon à ce que le peuple anglais sache que chaque fois qu'il achète des produits made in Germany, il supprime des emplois, il va contre l'intérêt national. Et évidemment, les Anglais, qui ont comme particularité d'être des gens naturellement libres, achètent le made in Germany. Donc le made in, c'est quelque chose qui n'est pas forcément la garantie de la relocalisation. Et le dernier élément, pour reprendre l'exemple de la laine, effectivement, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est que la laine a besoin de matières premières importées, mais le personnage qui conduit le combat protectionniste au nom du patronat français au XIXe siècle, qui s'appelle Auguste Mimerel, est un producteur de textiles de Roubaix, et il a une obsession, c'est la concurrence anglaise. Il ne voit pas qu'il est dépendant et qu'il a besoin de la mondialisation pour faire fonctionner ses usines. Bon, alors vous nous avez dit, Jean-Marc Daniel, que ça n'était pas, selon vous, le scénario le plus vraisemblable de voir la production textile rapatriée en France. Il y a maintenant un autre problème qui se pose, c'est celui des microprocesseurs, puisque aujourd'hui, il y a une pénurie
pénurie. Et alors, la plupart de ces microprocesseurs sont produits à Taïwan, au travers donc d'une société énorme. Et on est bien loin en France de disposer d'une entreprise de ce type. Y a-t-il une possibilité pour nous, Français, de nous en tirer, sachant qu'aujourd'hui, ce microprocesseur qui est véritablement indispensable pour toute une série d'objets, eh bien, il semble ne pas pouvoir être produit en France? Oui, alors il semble ne pas pouvoir être produit pour des raisons de coût et sachant d'investissement pour les usines. Et donc la question qui se pose, c'est comment répondre à ça. Donc vous avez trois possibilités. Soit on dit, on va faire une grande politique industrielle, c'est l'État qui va s'en occuper. Moi, je montre là aussi, je trouve que l'histoire a montré plutôt que chaque fois que l'État a voulu faire une politique industrielle et s'est engagé ça s'est plutôt terminé par un fiasco. Je mets assez souvent. Pas dans l'aéronautique. Pas dans l'aéronautique, mais je mets assez souvent l'exemple du plan calcul. Le plan calcul, donc il y avait derrière le sentiment, alors c'est intéressant, il y avait derrière le sentiment partagé par le général de Gaulle que l'avenir c'était l'informatique. Sentiment, bon. Sauf que comme de Gaulle n'arrivait pas à se mettre dans la tête qu'il fallait dire informatique, il disait calculette. Donc vous avez à la fois une perception de l'avenir, mais une interprétation, une vision de cet avenir qui est une interprétation déjà un peu caricaturale ou dépassée. Donc sur les microprocesseurs, je crains que l'État qui s'engagerait dans ce genre de choses arriverait au même résultat. Vous savez, c'est la formule aussi sur le Minitel. Le Minitel, tout le monde nous l'envie, mais personne ne nous l'achète. La deuxième solution, c'est effectivement de se poser la question de savoir est-ce qu'à un moment donné, nous sommes menacés par une volonté de nos fournisseurs de ne pas nous fournir. Et donc, il suffit de créer avec nos fournisseurs un rapport de force qui fait que... Ou de mal nous fournir. Je veux dire, si une puissance malveillante fabriquait, par exemple, nos microprocesseurs, on pourrait peut-être redouter quelque chose. Et donc, le véritable enjeu, c'est est-ce que nous sommes en position systématique de faiblesse par rapport à nos fournisseurs? Est-ce qu'on ne peut pas créer, par la qualité de ce que nous leur vendons, un rapport de force avec nos fournisseurs? Et le dernier élément, c'est effectivement, est-ce que systématiquement, certaines productions se concentrent dans un seul pays? On parle de Taïwan, mais la crise initialement est née d'un incendie dans une usine japonaise, parce que le Japon aussi est producteur de microprocesseurs. Et donc le véritable enjeu, c'est pas d'être nous-mêmes producteurs, c'est de faire en sorte d'avoir un réseau de fournisseurs qui soit lui-même relativement développé et donc concurrentiel. Quentin de Loumermoz, est-ce qu'on a déjà été tributaire d'une production extérieure à notre pays, dont on ne peut pas manifestement rapatrier la production chez nous et dont nous sommes absolument dépendants? Disons que énormément de produits, notamment au moment de la domination britannique, rentrent un petit peu dans ce cadre-là. Mais sur la question de l'État, en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que pour créer un marché de libre-échange, vous avez besoin de forces politiques qui le garantissent. Ce n'est pas un marché qui se crée naturellement. Donc dire qu'au fond, l'État, il ne faut pas d'État au fond pour qu'une économie du libre-échange fonctionne, c'est assez contestable, en tout cas si on part du XVIIIe siècle, puisqu'il faut précisément des acteurs qui garantissent la possibilité de ce libre-échange. Ce libre-échange-là, il a été l'objet de rapports de force tout au long du XIXe siècle, ce qu'on disait tout à l'heure sur les impérialismes informels anglais et britanniques. Donc c'est pas du tout impossible que les États restent un des lieux, au fond, qui permettent de re-réguler différemment l'économie pour ceux qui veulent éventuellement la re-réguler. Ce qui est sûr, c'est que les États sont des acteurs de différentes formes de mondialisation, qu'elles soient économiques ou non. Je donnerais juste un exemple, c'est celui du mètre, en fait. On mesure tous les distances en mètres. Le fait qu'on mesure les distances en mètres actuellement, c'est lié à une conférence qui s'appelle la conférence du mètre, qui a lieu en 1875. Et c'est la France, en fait, qui impose le mètre, donc qui impose le système décimal qui était mis en place pendant la Révolution française. On trouve une astuce, en fait. On dit qu'on va créer un mètre européen. Donc on vit à l'heure actuelle dans une métrique qui est le fruit d'un rapport de force entre États et qui oriente nos façons de vivre au quotidien. C'est la même chose pour l'heure. Là, c'est plutôt les Anglais qui l'ont gagné avec le méridien de Greenwich en 1884. Ce qui fait que les espaces-temps dans lesquels on vit au quotidien sont déjà le fruit de transformations technologiques, sociales et de rapports de force qui ont généré à chaque fois des tensions et des conflits assez forts. Donc de toute façon, il n'y a pas tellement de circulation fluide et naturelle, ni des objets, ni des idées.
c'est toute une histoire qui reste à refaire. Et la faire depuis la France, c'est une des possibilités, mais on pourrait la faire depuis d'autres pays. Un mot de conclusion, Jean-Marc Daniel, avec un pari, une prévision en matière de futur industriel pour la France. Est-ce que cette crise du Covid va véritablement marquer une date ou bien va-t-on avoir beaucoup de discours et peu de changements dans les faits ? Je pense que sur l'aspect strictement industriel, on aura beaucoup de discours et peu de changements. En revanche, le changement ne viendra pas, à mon avis, de l'État en tant que tel. Il viendra dans le processus de production du fait qu'on a découvert le télétravail, on a découvert de nouveaux types de relations, d'organisation. Et donc, c'est important le télétravail ? Ah oui, je pense que ça va considérablement modifier le mode d'organisation du travail. L'idée que le domicile d'un individu doit être différent de son lieu de travail, qui était associé à l'industrie, qui n'était pas dans l'agriculture. Hein. Le champ du paysan, en général, qui son outil de travail, il est à la porte de l'endroit où il habite. Et donc, de nouveau, le lieu de résidence et le lieu de travail, soit d'une certaine façon associés, de façon beaucoup plus intime, va changer effectivement beaucoup de rapports de production, y compris dans la mondialisation. C'est-à-dire que ce qu'on était obligé de faire à la Défense, maintenant on est persuadé qu'on peut le faire à Rambouillet, et bientôt on va se dire mais on peut le faire à Brazzaville aussi, parce qu'à Brazzaville, comme à Rambouillet et comme à la Défense, on parle français, et avec le télétravail, on peut exercer ce métier. Jean-Marc Daniel, Histoire de l'économie mondiale des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs, c'est aux éditions Talendier. Quentin Deluermoz, d'Ici et ailleurs, Histoire globale de la France contemporaine, et c'est édité aux éditions de la Découverte. Et je vous propose maintenant de s'ouvrir à l'extérieur et notamment à nos trois camarades qui viennent prolonger cette émission. Je veux parler bien sûr d'Adèle Van Rett, Arnaud Laporte et Quentin Lafay. Bonjour Quentin. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous continuez de défricher pour nous les transformations de notre époque. Et pour fil rouge de la transition du jour, qu'est-ce que la Church Tech, cet écosystème qui veut soutenir l'innovation catholique ? Bon, on va le savoir dans quelques instants.